Je vais parler du proto-threading. Alors le proto-threading, c'est une librairie qui a été développée par Adam Dunkels et qui sert à simuler le comportement du multithreading. Et ça simule le multithreading parce que du coup ça donne le semblant de passer directement dans une autre fonction dès que celle-ci est active, et du coup d'avoir l'impression d'avoir plusieurs fonctions qui s'exécutent en même temps, même si en réel elles ne s'exécutent pas en même temps. Alors pourquoi est-ce qu'on se sert de multithreading? Alors le premier avantage, c'est surtout que ça utilise très peu de mémoire en fait. C'est une librairie qui, alors pour prendre des faits qui sont utilisés dans le site de Adam Dunkels, ça n'utilise que deux octets de mémoire. Ensuite, le deuxième avantage de cette librairie, c'est surtout que c'est utilisable par des systèmes qui justement n'ont pas le multithreading d'activer en fait. Par exemple, il y a les cartes Arduino Mega, Nano et Uno qui du coup ne permettent, qui sont des systèmes monocœur et donc n'ont pas de multithreading. Donc le multithreading, comment est-ce qu'on commence? Alors d'abord, il faut aller sur le site de Adam Dunkels pour choper le download. Alors ça, le lien il sera évidemment. Normalement, il y a la dernière version qui permet d'avoir les librairies. Alors au niveau des librairies, il y en a que 3 qui nous intéressent pour l'instant. Alors évidemment, il y a des extensions, il y a des librairies supplémentaires qui permettent d'ajouter les sémaphores et des trucs du genre, mais ce n'est pas vraiment le point. C'est que ces 3 fichiers-là qui sont réellement les plus importants et vraiment nécessaires. Donc on va se mettre en place un peu un petit programme. Évidemment, on va inclure notre petite librairie, pt.h. Il n'y a que celle-là qui a besoin d'être include. Et notre fonction principale. Voilà. Alors, avec ça de mise en place, on va pouvoir enregistrer notre librairie. Alors, je l'avais mis ici. Et voilà. Donc, maintenant, aussi que je finisse de mettre en place mon environnement. Voilà. Alors, ce que je vais me faire d'autre, c'est de me créer un fichier makefile. Alors, maintenant. Parfait, donc l'exécutable a été généré et on a exécuté main.o, mais il n'y a rien dedans en fait. Donc maintenant, si on ajoute quelque chose, alors, pour avoir un retour visuel, on va rajouter IOStream. Et une petite fonction de base. Voilà. Si on refait un petit make, ça nous renvoie Hello World, donc c'est parfait. La compilation est mise en place. Maintenant, on va mettre en place nos threads. Alors, comment est-ce qu'on met en place un thread? Alors, c'est ptthread. Ça, c'est un struct qui est contenu dans pt.h et qui nous permet du coup de définir nos fonctions. Et du coup, ici notre nom de fonction, donc on va l'appeler, je sais pas, fonction A. Ça prend en paramètre une variable de thread, donc un pointeur d'ailleurs vers cette variable. Et sinon, le reste de la fonction peut être défini après. Juste ces variables, toutes les variables manipulées par dans un thread, à part si elles sont locales au thread, doivent être définies de façon globale. Aussi au niveau des variables qui sont définies au sein du thread, il faut qu'elles soient en statique, elles, par contre, parce que leurs valeurs ne sont pas stockées, elles ne sont pas sauvegardées. Alors,
on va se faire deux pt. Donc on va se faire deux fonctions. Un deuxième élément, c'est que ça je prévois pour plus tard, mais voilà, je nous fais deux booléens. Qui vont changer d'état dès qu'on va vouloir activer notre fonction. Alors ça je vais expliquer un peu après. Parce qu'en fait au niveau de cette fonction, on va lancer une boucle infinie. Et cette boucle infinie, c'est là qu'on va exécuter notre code. Mais au lieu de boucler à l'infini, il va falloir faire attendre évidemment cette boucle, parce que si on tourne constamment, et bien finalement on finit par monopoliser le temps du processeur au niveau de notre thread, et du coup pas du tout laisser la place aux autres fonctions. Donc comment est-ce qu'on fait attendre notre thread? Alors c'est avec pt ou wait until. Là, il nous faut notre variable de thread, donc c'est pt. Et notre condition, donc là, on va mettre activé à. Voilà. Et, tant qu'on y est. Et, fin de fonction, mais juste pour que A ne s'active pas en boucle, on va faire activer A qui est égal à false. Donc là, on a notre fonction qui est basiquement finie. On va juste faire un pt end pour terminer. Oui, il nous manque encore un dernier truc, c'est le pt begin. Alors du coup, pt end et pt begin, c'est pour dire le début du thread et dire la fin du thread, toujours en passant la variable de thread évidemment. Et du coup, on va s'en faire un deuxième, juste pour montrer un peu. Les fonctions B. Il a activé B. Et on dit qu'on est dans la fonction B. Voilà. Donc, basiquement, là on a nos deux threads qui sont mis en place. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est au niveau de la fonction principale, nous faire une petite boucle infinie. Et dans cette boucle infinie, appeler les fonctions qui sont, enfin nos threads quoi. Donc, comment est-ce qu'on appelle? On fait ça, ben, c'est avec pt schedule. Du coup, pt schedule et notre fonction, donc c'est fonction A. L'argument c'est une fonction avec sa variable qui est l'adresse de pt1. Oups. pt1. Même chose pour la fonction B. Voilà. Alors avant de faire ça, il faut aussi initialiser le thread au niveau de la fonction principale. C'est avec pt init. Et c'est avec pt1. Alors c'est pas vraiment initialiser le thread, c'est initialiser la variable de thread. Init et pt2. Que ce soit une adresse. Alors, maintenant qu'on a ça en place, on va lancer nos threads, mais évidemment quand on va arriver au niveau d'activer des wait until, eh bien finalement le thread il va pas vraiment s'activer parce que nos fonctions booléennes elles sont fausses. Parce qu'on va pas les activer tout le temps parce que sinon on va rien y voir en fait, ça va s'enchaîner, on va rien y voir. Donc, basiquement, on va include une fonction de temps, donc c'est init std.h.
et ça va nous permettre de sleep. Donc à la fin de notre boucle, on va me faire un petit sleep. Et c'est en secondes, il me semble, donc on va sleep 2 secondes et puis ce sera suffisant. Et là, pour changer un peu les choses, je vais faire activer B en premier. Je vais passer activer B à vrai en premier. Et activer A en deuxième. Donc normalement, ce que ça devrait faire, c'est d'abord activer la variable, la condition de B, et ensuite la condition de A, et normalement on verra un truc. Après, si je fais en make, on va avoir plein d'erreurs de compilation évidemment. Eh bien non, on dirait pas. Et là, ce qu'on a, c'est ça affiche fonction A, fonction B, fonction A, fonction B. Sauf qu'on a activé d'abord le trigger du B avant le trigger du A. Alors comment ça se fait? Alors ça, c'est à cause de l'ordre auquel on a schedule. Si on change l'ordre de schedule, c'est-à-dire si on passe PT2 en premier, alors il va afficher BA. Alors pour vous montrer, voilà, maintenant il affiche B et A dans cet ordre-là. Donc en fait, ça dépend plutôt du schedule, de l'ordre où les fonctions s'exécutent. Et en fait, c'est pas à l'instruction exacte où on va faire activer B et où on va faire activer A que nos fonctions qui vont vraiment s'exécuter en fait. C'est toujours un peu dans les environs de l'endroit où on les activait, à quelques lignes d'instruction près en fait. Et si on a les mêmes conditions, enfin si on a deux fonctions qui sont activées en même temps, alors c'est dans l'ordre du schedule qu'elles s'activent. Donc toujours mettre en premier, on va dire, la fonction que vous voulez prioritaire à l'autre. Donc voilà, ce sera à peu près tout. Voilà la base de comment est-ce qu'on se sert du proto-threading sur un simple programme. Et à la prochaine fois.